disais juste, c'était la première fois que je refaisais une présentation en présentiel depuis presque 2 ans, depuis le début de l'épidémie. J'espère que ça va bien se passer. Oublié. Alors, on m'a demandé de parler du choc cardiogénique. Ma diapositive de conflit d'intérêt, en fait, pour cette présentation, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors d'abord, en préambule, juste rappeler quelques données épidémiologiques concernant le choc cardiogénique, alors, qui fait peur à tout le monde, bien sûr, en raison de son pronostic, mais on peut rappeler quand même on n'en rencontre pas tous les jours. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on n'est pas toujours très à l'aise avec le choc cardiogénique, puisque ça ne représente pas plus de 5% des insuffisances cardiaques aiguës, tout profil confondu habituellement. La cause, elle est considérée comme essentiellement liée au syndrome coronaire aigu. J'ai vérifié que c'est en train probablement un petit peu d'évoluer. Bon, en tout cas, classiquement, c'est d'abord avant tout l'infarctus aigu qui donne l'état de choc cardiogénique. Et la mortalité intra-hospitalière est évidemment très élevée, puisqu'elle se situe autour de 40%, ce qui est quand même assez effroyable. J'ai repris simplement 3 types de données épidémiologiques, 2 venant des registres français, le registre FrenchShock, publié en 2016, et puis les fameuses enquêtes FAST-EMI, dans le contexte du syndrome coronaire aigu, qui sont pilotées par Nicolas Danchin. Et puis à droite, à droite sur la diapositive, un registre nord-américain. Alors simplement, ça confirme bien que la mortalité à un mois reste très élevée, autour de 40%, en sachant à travers les différentes enquêtes FAST-EMI qu'il y a quand même une petite amélioration. On est passé de 50 à 40% sur une vingtaine d'années, ce qui est quand même pas si mal. Et par contre, on voit qu'au niveau de l'étiologie, classiquement, on disait que c'était à peu près 3/4 des chocs cardiogéniques qui étaient liés à un syndrome coronaire aigu. On voit clairement que ce n'est plus tout à fait le cas. Et finalement, le syndrome coronaire aigu, au moins avec ce décalage du segment ST, représente grosso modo 1/3 de ces chocs cardiogéniques, en tout cas dans ces dernières enquêtes. Et finalement, il y a beaucoup d'autres causes. Alors, c'est peut-être simplement lié à la méthodologie de ces registres qui met ça en exergue maintenant. Mais il y a évidemment toutes les instances cardiaques évoluées, avancées, qui, quelque part, viennent souvent mourir à l'hôpital en état de choc. Et puis, il y a les valvulopathies sévères, les intoxications médicamenteuses, les post-arrêts cardiaques. On a maintenant pas mal de post-arrêts qui sont récupérés en France et qui sont considérés comme des chocs cardiogéniques quand ils arrivent. Alors, pour démarrer la prise en charge, je vais partir d'un cas clinique d'un patient que j'avais pris en charge il n'y a pas si longtemps que ça, un homme de 70 ans, bon état général, qui n'avait pas réellement d'antécédents, dehors d'une hypertension artérielle, traité par on ne sait plus trop quoi, et qui vient pour un SCA-ST+, amené par le SAMU, dans un délai raisonnable, autour de la 4e heure, considéré par le SAMU comme n'ayant pas posé de problème en préhospitalier. À l'admission, comme souvent chez ces patients-là, le patient est quand même un petit peu moins bien, on le considère comme frais. Je pense que vous tous, vous avez déjà utilisé un peu ce terme frais qui caractérise des patients qui ne sont pas réellement en état de choc avec des marbrures partout, mais un peu moite, un petit peu froid. Pas congestif, hein, pas de problème neurologique, et une tension artérielle chez un homme de 70 ans qui était peut-être un peu hypertendu, qui est quand même assez basse, pour le moins, et une moyenne qui est à 70 mm de mercure, pas de tachycardie, saturation normale. L'échographie cardiaque qu'on fait systématiquement, qu'on essaye de faire en tout cas systématiquement à l'admission des syndromes coronaires aigus, qui retrouvent l'akinésie antérieure, hein, avec une FE qui n'est pas non plus totalement effondrée, mais avec un volume d'éjection aortique qui est à l'évidence très abaissé, puisque l'ITV est à 10 cm. La coronarographie montre une occlusion d'IVA. La circonflexe est loin d'être parfaite également, et avec une sténosérée dans sa partie moyenne. Et puis, donc, on part pour la désobstruction avec un patient qui se dégrade un petit peu en cours de route, puisque la pression artérielle moyenne a tendance à baisser, ce qui nous amène à introduire des amines, désobstruction de l'IVA, avec restauration d'un flux, mais qui n'est pas parfait, avec un flux que certains mettraient peut-être TIMI 3, mais qui est plutôt TIMI 2-3, et notamment un temps de lavage qui est un peu long. Donc un résultat qui n'est pas exceptionnel, on devine qui n'est pas exceptionnel, et une diagonale qui reste, elle, occluse. Donc en fait, la question, et c'est vrai que c'est typiquement dans ces situations-là où on est mal à l'aise, et où c'est intéressant de réfléchir à la question, c'est que fait-on en plus? Donc on est en fin de procédure, voilà, l'artère a été rouverte, c'est pas parfait. Il a une pression, on va dire artérielle ou aortique moyenne qui est à la limite, qui est un peu basse, hein, qui est à moins de 65,
alors qu'il a déjà un petit peu de noradré, pas beaucoup, mais un petit peu, et on reçoit les résultats de la biologie qui ont été faits juste quand il arrivait, c'est-à-dire 3/4 d'heure par exemple avant, et il a un taux de lactate qui n'est pas normal, qui est à 2,4, 2,5, et je vous rappelle, la normale du taux de lactate, qu'il soit artériel ou veineux, c'est inférieur à 2. Inférieur à 2. Donc la question c'est, bon, ben voilà, ça va aller, on renforce la surveillance, on augmente probablement peut-être encore un petit peu les amines, et puis on va voir ce qui se passe, ou on complète la revascularisation, peut-être la circonflexe était serrée. Je ne vous ai pas montré la droite, on aurait pu imaginer aussi que la droite, il y avait une sténose serrée. Est-ce qu'on propose d'emblée de mettre une assistance circulatoire et vous savez, il y en a plusieurs types qu'on va revoir. Alors déjà, se repose la question du diagnostic et de la définition du choc cardiogénique. Alors, pour la plupart d'entre nous, quand on avait appris ça il y a, disons, un certain nombre d'années, la définition de l'état de choc était basée fortement sur des critères hémodynamiques, avec un index cardiaque inférieur à 2,2, une PCAP qui était normale, des résistances qui étaient le plus souvent élevées, et bien sûr une hypotension. Depuis, la définition, à défaut d'être consensuelle, a évolué vers une définition qui est beaucoup plus pragmatique, qui est basée essentiellement sur la clinique, hypotension, des signes d'hypotension étant relative, bien sûr, après correction d'une éventuelle hypovolémie, ne veut pas dire grand-chose, mais au moins avoir vérifié avoir peut-être fait un test de remplissage léger chez les patients qui ne sont pas en OAP. Des signes d'hypoperfusion qui peuvent aller simplement d'une impression de certaines fraîcheurs chez le patient, un état de choc avec jusqu'à des marbrures et à des signes neurologiques. Et puis un contexte, supposant qu'il y a une dysfonction cardiaque ou une échographie cardiaque montrant la dysfonction VG, mais souvent le simple contexte suffit à l'évoquer. Et puis, idéalement, le taux de lactate, dont l'augmentation permet vraiment de conforter le diagnostic d'état de choc. Donc, ça suppose que dans une prise en charge, dès qu'on pense à un état de choc, c'est bien sûr la clinique, l'électrocardiogramme pour éliminer un trouble du rythme et un syndrome coronaire aigu, une biologie qui inclura, on va dire, obligatoirement un taux de lactate, et tout le monde n'y pense pas encore, et puis, bien sûr, faire une échographie cardiaque au lit, si possible. Indépendamment de ce diagnostic, de cette évaluation immédiate, l'important, c'est aussi de dire à quel stade de gravité est notre patient. Et en sachant que ces stades de gravité sont bien sûr rapidement évolutifs, potentiellement rapidement évolutifs. Alors, a été proposé une classification assez simple à retenir, ABCDE, de la gravité de cet état de choc, dans un papier de consensus publié il y a 2 ans, avec A, qui est le patient qui va être à risque de faire un choc, typiquement dans un contexte de syndrome coronaire aigu. B, c'est le pré-choc, à la limite, c'était le patient quand il est, juste au moment où il est arrivé à l'hôpital. C, c'est le choc confirmé, avec soit déjà l'anesthésie, un taux de lactate élevé. D, c'est le choc qui se détériore, avec l'anesthésie d'une escalade, au moins dans les amines. Et E, c'est le patient qui commence à avoir une défaillance multiviscérale. Et en fait, toute la difficulté, et par exemple, c'était le cas pour le patient que je vous ai montré, c'est d'essayer de deviner où va être le patient dans l'heure qui va suivre. Est-ce que finalement les choses, on a rouvert l'artère, on a mis en place un certain nombre de choses et ça va bien se passer, comme on dit, ou est-ce que ça va continuer à dégringoler? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Je vous ai mis néanmoins un score de risque qui est assez intéressant, qui a été validé et publié il y a 3 ans par les collègues bretons, on va dire, dont Guillaume Laurent, que vous avez vu hier, avec, à partir d'une cohorte, de la cohorte bretonne qui s'appelle Orbi, et qui est basée sur des critères très simples, qui sont les critères un petit peu habituels, la pression artérielle, le stade Killip, le fait que c'est un infarctus antérieur, pas antérieur, le résultat de la courroux dans le contexte du syndrome coronaire aigu, et ça permet de définir un risque d'incidence de choc dans les 24 heures qui suivent, avec une certaine fiabilité. Alors, en pratique, c'est vrai qu'on utilise assez rarement ces scores-là, mais probablement qu'on devrait le faire un peu plus parce que personne n'est devin. Alors, pour avancer dans cette prise en charge thérapeutique, alors, il y a des choses bien sûr très simples, donc s'assurer d'une oxygénation adaptée. Et évidemment, ça peut aller jusqu'à la ventilation mécanique chez les patients qui ont des troubles neurologiques marqués. Gérer la volémie, ça consiste, chez les patients qui ne sont pas en OAP clinique manifeste, à faire au moins un remplissage de 500 cc sur 30 minutes. C'est assez rare qu'on ait besoin d'aller au-delà, en surveillant ce qui se passe en termes de réponse sur la pression artérielle moyenne si possible,
ou idéalement sur le volume d'éjection systolique quand on peut le mesurer. Et s'il n'y a pas de modification après remplissage, ce n'est pas la peine d'insister. Et au moindre doute électrique et clinique, on va aller faire une coronarographie pour s'assurer que ce n'est pas un syndrome coronaire aigu et le cas échéant, réaliser une angioplastie, puisque je vous rappelle que, on va le revoir après, en fait c'est la seule thérapeutique qui ait réellement démontré un bénéfice dans le choc cardiogénique. C'est de revasculariser les infarctus, et en sachant qu'il n'y a qu'un seul essai randomisé qui l'a montré, qui a été publié maintenant il y a déjà un certain temps, et évidemment personne ne refera un deuxième essai randomisé de ce type. Alors ensuite, la question, c'est quand on a le contexte, par exemple, de notre patient, on a débouché l'artère, il est en état de choc ou en pré-choc. La question, c'est est-ce qu'il faut faire plus en termes de revascularisation chez les patients multitronculaires? Et jusqu'il y a, on va dire, 2-3 ans, c'était un peu la règle. Et par exemple, le patient que je vous ai montré, on aurait dilaté la circonflexe, et par exemple, s'il y avait une droite aussi, on aurait fait la totale dans l'idée d'améliorer au mieux la perfusion du myocarde. En fait, ont été publiés les résultats il y a 2-3 ans d'un essai qui a essayé de démontrer la pertinence ou pas de revasculariser complètement ces patients-là dans le contexte de l'état de choc. C'est l'essai Culprit-Choc. Et donc, vous voyez le résultat, aucun bénéfice, voire même un désavantage à s'énerver, à mettre des stents partout. Donc, la règle est devenue le mieux est l'ennemi du bien. Ne débouchons que l'artère coupable. Alors parfois, on ne sait pas exactement quelle est l'artère coupable, bien sûr, mais c'est quand même pas si fréquent. Et dans les dernières recommandations concernant la revascularisation et le SCA, vous voyez que la revascularisation complète est devenue une recommandation classe 3, c'est-à-dire il ne faut pas faire, alors qu'elle était encore 2A il y a quelques années. Ensuite, on va avancer. Alors, s'il y a un problème d'arythmie, évidemment, c'est les rares situations où éventuellement on va être amené à choquer en urgence une fibrillation atriale. Il y a éventuellement d'autres facteurs étiologiques qu'on ne va pas avoir le temps de détailler, que ce soit une valvulopathie ou des choses comme ça. Très important dans la prise en charge, c'est le monitorage. Donc, on a évoqué tout à l'heure avec cette pyramide bleue là, la capacité des patients, ou malheureusement le passage d'un stade de gravité à un autre de façon assez rapide, d'où l'importance d'avoir un monitorage extrêmement précis et strict qui va comporter, on va dire de façon obligatoire, un cathétérisme artériel. Alors, c'est vrai que ça va permettre de faire des prélèvements répétés, mais notamment pour avoir une évaluation de la pression artérielle moyenne et éventuellement aussi de la pression artérielle diastolique qui va être un meilleur reflet du degré de résistance vasculaire systémique. Donc, très important de pouvoir avoir cette approche-là. Un cathé veineux central pour bien sûr passer des catécholamines le cas échéant, mais ça va permettre également de mesurer la SVO2. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre une swan, ça peut être simplement un cathé veineux central par voie jugulaire. Et dans ces cas-là, on peut mesurer une SVO2 un peu dégradée, mais qui donne des résultats très satisfaisants, en sachant que la cible, donc la SVO2 va approcher l'extraction d'oxygène au niveau des tissus. Et donc dans le choc cardiogénique, c'est un problème essentiellement de pompe. Il n'y a pas réellement de problème d'extraction. Et donc la SVO2 baisse, moins de perfusion des tissus. Les tissus extraient davantage d'oxygène, donc la SVO2 en retour diminue. Et donc quand elle est à moins de 60%, c'est que le débit apporté au tissu n'est pas satisfaisant. Donc c'est un bon moyen de suivre en continu ce qui se passe en termes de perfusion. L'échographie, on l'a évoqué, qui va être évidemment à répéter. La swan est passée un petit peu de mode suite, alors ça date, c'est dans les années 90, avait été publié les résultats, enfin un essai assez important qui s'appelait Escape, qui avait montré que somme toute, ça apportait pas d'avantage de mettre une swan chez ces patients-là, voire ça procurait des inconvénients type infection. Et donc c'était passé un peu de mode. Ça revient un petit peu à la mode, pour différentes raisons, parce que finalement on se rend compte que ça apporte quand même des informations intéressantes, notamment dans les états de choc qu'on ne comprend pas très bien, avec une composante inflammatoire, peut-être infectieuse, vasoplégique importante. Alors ensuite, quel support circulatoire et hémodynamique apporter à nos patients? Une fois qu'on a dit tout ça, alors l'objectif c'est bien sûr d'éviter la défaillance d'organes, et puis si possible d'éviter de stimuler trop le cœur, notamment dans le contexte du syndrome coronaire aigu, avec la possibilité d'une relative décharge ou d'une mise au repos. Donc les déterminants hémodynamiques sont évidemment les paramètres
classiques, comme la pression artérielle moyenne, qui va refléter l'aspect circulatoire, l'aspect décharge ventriculaire avec la PT-DVG, et la perfusion coronaire, qui est très importante, qui est finalement la soustraction entre la pression artérielle moyenne et la PT-DVG. Alors les outils qu'on a à nos dispositions pour améliorer tout ça, c'est les inotropes, les vasopresseurs et les assistants circulatoires qu'on va évoquer, au moins les assistants circulatoires de courte durée, les autres sortant un petit peu du topic. Juste rappeler la physiopathologie du choc cardiogénique pour comprendre quel type d'amine on va privilégier. Et vous savez, classiquement, le choc cardiogénique, c'est une baisse du débit cardiaque, donc une baisse de la pression artérielle, une baisse de la perfusion coronaire et tissulaire, avec éventuellement donc, des défaillances d'organes qui arrivent en bout de course. On sait déjà depuis un certain temps que c'est un peu plus compliqué que ça, et qu'en fait, on a une espèce de spirale, un cercle vicieux, avec d'une part cette baisse de la perfusion coronaire qui va évidemment aggraver la dysfonction cardiaque, et donc concourir à l'aggravation, au cercle vicieux de l'aggravation de l'état de choc. Et par ailleurs, dès qu'apparaît une défaillance d'organes, mais également une défaillance du myocarde, typiquement dans le syndrome coronaire aigu, on a l'apparition d'une inflammation systémique. Et chez un certain nombre de patients, à peu près un quart, on a des chocs dits cardiogéniques qui comportent en fait quasiment comme des chocs septiques, avec une réponse qu'on appelle le CIRS, une réponse systémique inflammatoire très importante. Et en fait, on n'a pas de vasoconstriction chez ces patients-là, mais on a des résistances qui sont soit normales, voire même basses. Alors, quel vasopresseur et inotrope utiliser ? Vous connaissez sans doute bien ces différentes drogues et leur modalité d'action, les récepteurs adrénergiques sur lesquels elles agissent et la conséquence en termes d'effet hémodynamique. On a la noradrénaline et la dobutamine. Et puis, on peut évoquer le lévocimandant, l'adrénaline, la dopamine. En pratique, ce qui est maintenant recommandé, et on va le voir, c'est basé quand même sur des arguments tout à fait modestes, mais néanmoins, c'est de privilégier au maximum le maintien d'une pression artérielle moyenne, donc une perfusion dans les tissus pour éviter les défaillances d'organes d'au moins 65 mm de mercure. Alors pourquoi ? C'est le principe de l'autorégulation de la perfusion des tissus, que vous connaissez, c'est vrai pour tous les tissus, c'est vrai pour le cerveau, pour le cœur, jusque quand la pression artérielle dégringole, dans un certain, alors évidemment la perfusion diminue, mais dans une certaine fourchette, on a un mécanisme d'autorégulation qui fait qu'il y a une perfusion qui est maintenue, jusqu'à un certain seuil. Et ce seuil, il se situe autour de 65 mm de mercure, en dessous duquel la perfusion dégringole vraiment, et là, c'est la catastrophe. Deuxième chose, ce qui est recommandé, donc ça, c'est les recommandations de la Société de réanimation, mais c'est pareil pour les autres sociétés savantes, c'est de privilégier au maximum la noradrénaline pour maintenir cette pression de perfusion, de rajouter éventuellement un peu de dobutamine, voire un peu beaucoup, mais pas trop de dobutamine chez les patients qui ont réellement un choc cardiogénique, donc avec une défaillance de la pompe, ce qui est le cas de notre patient. Mais on sait que les fortes doses de dobutamine ont leur lot d'effets secondaires, que ce soit lié à la tachycardie, à l'augmentation de la consommation d'oxygène et des contraintes myocardiques qui vont aggraver le remodelage du cœur. L'adrénaline n'est pas utilisée. Le lévocimandant peut être utilisé rarement en première intention. Et le seul rationnel logique, c'est d'utiliser le lévocimandant chez les patients qui sont sous bêta-bloquants. Donc typiquement, c'est les insuffisances cardiaques chroniques bêta-bloquées qui se dégradent sous la forme d'un état de choc. Mais en pratique, vous savez sans doute que le niveau de preuve du lévocimandant par rapport à la dobutamine est extrêmement faible, voire inexistant. On va passer. Et également, pour finir sur ces chapitres médicamenteux, à nouveau, le niveau de preuve est extrêmement faible, parce que vous voyez que tout ça, c'est des recommandations de classe 2B. Donc, on sait bien qu'on n'a pas le choix, il va falloir mettre de la noradrénaline et de la dobutamine, mais c'est basé sur, on va dire, rien du tout en dehors de l'évidence de l'expérience clinique de tout un chacun. Les assistances mécaniques de courte durée, les voici. Alors, depuis très longtemps, on a un certain nombre d'assistances. La plus classique, c'est la contre-pulsion, qui existe depuis les années 70. Et sont apparus d'autres systèmes, avec notamment l'ECMO au cours des années 90, et beaucoup plus récemment, des systèmes plus sophistiqués avec les pompes Impella, et puis d'autres pompes qui ne sont pas disponibles, en tout cas en France, comme le Tandem Heart, et a fortiori l'Impella pulsatile, qui n'est pas commercialisée. Alors la contre-pulsion
à oublier, point d'interrogation. Alors la contre-pulsion, formidable, hein, a priori sur le papier, puisque ça permettait d'une part d'améliorer la perfusion coronaire avec ce ballon qui se gonfle pendant la diastole, et puis au moment de la systole, le dégonflage diminuait la post-charge. Et donc c'était la règle, typiquement pour le patient que je vous ai montré, il y a 10 ans, il aurait évidemment une contre-pulsion systématique. Et puis vous savez qu'en 2011, ont été publiés les résultats de l'étude allemande comparant pour la première fois de façon randomisée la contre-pulsion versus pas de contre-pulsion chez les patients, comme celui que je vous ai montré, voire plutôt un peu moins grave. Et puis, le résultat, vous voyez ces deux courbes de Kaplan-Meier qui sont totalement superposées. Et de façon immédiate, hein, la recommandation pour la contre-pulsion a été rétrogradée, puisque maintenant, il n'est plus recommandé de mettre de contre-pulsion de façon systématique. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de place pour la contre-pulsion ? Ça se discute. Hein. Par défaut, dans les centres qui n'ont pas d'autres solutions, probablement que c'est peut-être finalement quand même peut-être mieux que rien. Il est probable également que chez les patients qui ont un état de choc qui se complique d'un OAP, la contre-pulsion permette quand même, par l'amélioration des conditions de charge, d'améliorer les choses. Et notamment, c'est le cas pour les ECMO, qu'on va voir juste après, qui souvent se compliquent, hein, enfin qui parfois se compliquent d'un OAP pour lesquels on a besoin de mettre une décharge en plus. Et dans ces cas-là, peut-être que la contre-pulsion a encore une petite place. Deuxième modalité d'assistance, c'est les pompes Impella, outils quelque part assez simples mais en même temps sophistiqués, donc qui sont apparus il y a une dizaine d'années, qui sont des petits, comme des queues de cochon qu'on utilisait pour faire la ventriculographie, qui pompent du sang dans le ventricule gauche et par le biais d'un petit rotor hein, qu'ils rééjectent dans l'aorte ascendante. Donc ça a deux intérêts. Un, d'augmenter le débit aortique. Deux, de diminuer la charge ventriculaire gauche. Donc sur le papier, c'est parfait. Sauf que, pareil, en termes de démonstration scientifique d'un bénéfice, pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a pratiquement rien. Il y a un seul essai randomisé qui a comparé par rapport à la contre-pulsion intra-aortique. Et vous voyez le résultat. Il n'y a pas. Alors c'est un tout petit essai randomisé, hein, mais enfin, il n'y a pas de bénéfice. Et puis très récemment ont été publiés les résultats du registre nord-américain où ils utilisent beaucoup d'Impella depuis donc quelques années. Et on peut voir que en analyse multivariée, alors c'est un registre, hein, c'est pas une étude randomisée. Néanmoins, l'utilisation de l'Impella après score de propension, donc a priori chez des patients à peu près comparables, fait moins bien que pas d'Impella. Alors, en vérité, on ne sait toujours pas exactement, quoi, mais un petit peu de réserve sur l'utilisation des Impella, puisque le niveau de preuve est quasiment inexistant, voire même il y a un doute sur l'excès d'effets secondaires liés à ces pompes par rapport à d'autres solutions. Et enfin, la troisième solution transitoire, donc c'est l'ECMO véno-artérielle, qui consiste, donc en gros, qui est une CEC, donc avec une canule veineuse qui va permettre de pomper du sang veineux, de l'oxygéner via un oxygénateur et de le repomper dans le système artériel au niveau de l'aorte, classiquement dans l'aorte abdominale, pour ce qui est de l'ECMO percutané. Alors, le principe, donc, il est simple, c'est une machine très robuste qui ne coûte pas cher et qui, finalement, avec un peu d'habitude, est assez facile à mettre en place par voie percutanée, donc juste avant ou juste après une coronarographie, typiquement. Néanmoins, c'est un système lourd, avec pas mal d'effets de complications, et notamment tous ces patients-là, donc évidemment, vont devoir être en réanimation, intubés, ventilés, vont souvent développer un choc vasoplégique, au moins transitoire, et puis il y a tout un lot de complications relativement inéluctables. Mais néanmoins, c'est un système qui a l'avantage d'être très robuste. Pareil, le niveau de preuve est très faible. Dans les dernières recommandations, pour la première fois, l'ECMO quand même a été recommandé avec une recommandation de classe 2A chez des patients comme celui que je vous ai montré. La seule difficulté, en général, de tous ces systèmes d'assistance, et a fortiori de l'ECMO, qui est un système lourd avec quand même des complications importantes, c'est quand la mettre en place. Il n'y a pas de score précis, il n'y a pas de consensus précis. Donc c'est basé sur un algorithme décisionnel et sur l'expérience et le bon sens clinique de l'équipe qui prend en charge ces patients-là. Et finalement, en conclusion, voici l'algorithme qui est proposé à peu près par toutes les équipes, qui reprend un peu tout ce qu'on vient de dire, et le délai de mise en place de ces solutions d'assistance circulatoire. Donc choc cardiogénique, coro plus écho, enfin coro au moindre doute, reperfusion coronaire, ça c'est évident,
Donc on a évoqué la volémie, les drogues, essentiellement la noradrénaline, l'importance d'un monitorage strict. Et puis à partir de là, soit le patient a l'air de s'améliorer rapidement, et donc ça c'est la pression artérielle moyenne, c'est la clinique, et c'est le taux de lactate qu'on va répéter de façon rapide. Et vous voyez que notre patient, ça stagnait, et un taux de lactate qui ne baissait pas, voire qui avait tendance à augmenter. Et dans ces cas-là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met en place une assistance de courte durée ? Donc, tout le monde pousse actuellement dans les sociétés savantes ou dans les comités d'experts pour assister le plus rapidement possible ces patients et éviter la défaillance d'organes, qui va être le primum novens du fameux cercle vicieux que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, après l'assistance courte durée, soit le patient s'améliore, on peut le sevrer, soit il ne s'améliore pas, et à ce moment-là, il n'y a pas de projet thérapeutique derrière, ça va être les soins palliatifs. Soit il y a un projet thérapeutique et on va aller à ce moment-là vers une assistance lourde, type LVAD, assistance ventriculaire, qui va permettre éventuellement de transplanter les patients ou de les sevrer à distance. Et tout ça, à nouveau, il n'y a pas de score précis. Donc c'est une équipe qui doit décider de ça, constituée de cardiologues qui ont l'habitude des chocs cardiogéniques, de réanimateurs, éventuellement de chirurgiens, qui vont décider au cas par cas de la mise en place de ces systèmes-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.